Bonjour à tous et merci tout d'abord de l'intérêt que vous portez au thème de notre conférence d'aujourd'hui. Donc comment gérer l'après-sinistre et le risque amiante en immeuble collectif. Alors je me présente brièvement, je dirige la société Le 6 depuis 10 ans et gère des interventions après-sinistre depuis environ 20 ans. C'est au regard de cette expérience particulière que j'ai souhaité aujourd'hui vous faire part de ma vision de la gestion de l'après-sinistre en immeuble collectif. J'interviendrai aux côtés de Sébastien Bonny, expert en risque amiante, qui complétera mon propos par un focus particulier sur la problématique de l'amiante et les dernières dispositions réglementaires qui sont venues un petit peu bouleverser la gestion des travaux en copropriété. Il y aura enfin une troisième partie prévue pour questions-réponses, voilà, partie au sein de laquelle vous pourrez vous exprimer et demander plus de détails sur tel ou tel point qui vous tient à cœur. Alors, lorsqu'on parle de sinistre en copropriété, de quoi parle-t-on exactement ? Des sinistres, il peut y en avoir de toutes sortes, du dégât des eaux privatif au dégât des eaux collectif, ça arrive également quelquefois. L'inondation également, même si c'est très rare, il nous est arrivé au cours des dernières années d'avoir à gérer des inondations en copropriété. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui que tout le monde redoute, c'est le sinistre majeur. Je veux parler bien sûr de l'incendie. Alors pourquoi l'incendie constitue-t-il un sinistre majeur en copropriété ? Alors, pour une raison simple, c'est qu'il est souvent très étendu. C'est un sinistre qui va démarrer à un endroit bien particulier, mais qui va très souvent s'étendre. S'étendre pourquoi ? Vous le comprenez, lors d'un incendie, nous avons un dégagement une production de chaleur et cette chaleur va générer une pression très forte dans les locaux dans lesquels l'incendie est parti et va générer donc des dégagements de fumée, de fortes poussées dans les étages supérieurs. Des poussées qui vont être accentuées par l'effet cheminée que l'on va retrouver dans la cage d'escalier, suite à l'ouverture des skydomes pour protéger la sécurité des résidents, par les portes palières qui vont s'ouvrir et également par les réseaux de ventilation qui desservent tous les appartements d'une copropriété et qui vont donc véhiculer les suies, les fumées en toiture. Alors face à ce constat, vous, syndic, membres du conseil syndical, experts, j'en vois quelques-uns dans la salle, allez vous retrouver, dès le premier jour du sinistre, à gérer un grand nombre de difficultés et souvent dans un climat de tension très prononcé. Les dommages de pollution que l'on va trouver dans les différents appartements de la copropriété vont dépendre du cheminement des suies et de la chaleur au cours de l'incendie. Nous allons avoir des parties qui vont être très proches du sinistre et dans lesquelles on va trouver des chocs thermiques, donc un certain nombre d'installations, de mobilier qui auront partiellement fondu, qui seront très détériorés. Et puis nous allons avoir sur une surface plus ou moins importante des dommages de pollution, avec des suies qui vont se déposer un petit peu partout et certaines fois dans des endroits très éloignés de la zone sinistrée. Ces suies, elles vont être plus ou moins lourdes, plus ou moins grasses et plus ou moins corrosives. Dès le premier jour, les parties prenantes, donc je disais tout à l'heure, syndic, membres du conseil syndical, experts, il peut y en avoir un, mais il peut y en avoir plusieurs. Généralement, on va avoir un ou plusieurs experts pour la copropriété, pour l'appartement sinistré, le locataire, enfin un certain nombre de parties qui vont prendre part
donc aux décisions qui vont être prises et aux mesures d'urgence qu'il va falloir lancer. En effet, il va falloir, dès le premier jour, se préoccuper de l'absence éventuelle de risque d'effondrement, de l'absence également de risque électrique. Le réseau électrique desservant l'immeuble peut avoir subi des chocs thermiques et donc générer lui-même d'autres dégâts si on ne s'en préoccupe pas. Il va falloir également se préoccuper de l'absence de risque de chute dans les parties communes. On peut trouver certaines fois tout ou partie de la cage d'escalier non éclairée suite à l'incendie, des débris qui vont joncher le sol. Donc autant de risques de voir des accidents se produire consécutivement au sinistre. Il va falloir également gérer le risque, certaines fois lié aux intempéries. On peut avoir des toitures endommagées qui donc n'assurent plus le caractère hors d'eau de l'immeuble. On peut avoir également un risque de corrosion. Je le disais tout à l'heure, les suies peuvent, au regard des éléments qui ont alimenté la combustion, peuvent être plus ou moins corrosives et donc générer des dommages dans le temps consécutivement au sinistre. Et puis, ça sera l'objet de l'intervention de Sébastien Bonny tout à l'heure, on peut avoir aussi certains matériaux amiantés qui ont peut-être, eux aussi, été détériorés au cours du sinistre et qui donc vont entraîner la circulation de fibres d'amiante au sein de la copropriété. Donc vous, syndic, experts, membres du conseil syndical, vous devrez également vous préoccuper de ce risque-là et le gérer. Tout cela, il va falloir le faire, et c'est toute la difficulté, de façon simultanée. Puisque nous sommes, vous l'avez compris, dans un contexte où tout devient à la fois urgent et important. Ce que vous allez devoir faire en tant que syndic, expert, membre du conseil syndical, décisionnaire au niveau de la gestion du sinistre, c'est assurer la sécurité des résidents, sauvegarder leurs biens et leur permettre de réintégrer leur logement dans les meilleurs délais. Avant d'engager, bien sûr, dans un deuxième temps, la réparation des dommages à proprement parler. Alors, conscient de la difficulté d'engager et de coordonner toutes ces prestations simultanément, le SIS Group a, au fil du temps, évolué et mis au point une offre globale qui lui permet aujourd'hui de proposer l'intervention simultanée de tous les corps d'État nécessaires à la gestion, dans un premier temps, des mesures d'urgence et dans un deuxième temps, nous le verrons tout à l'heure, de la réparation des dommages. En effet, le service d'urgence multi-activité du SIS Group va permettre de faire face à tous les problèmes dont nous avons parlé tout à l'heure, des mesures d'étaiement pour faire face à un risque d'effondrement, dans l'attente éventuelle du passage d'un ingénieur béton qui va lui venir examiner et analyser la stabilité de l'ouvrage. Nous allons également pouvoir contrôler et sécuriser l'installation électrique, rétablir éventuellement de manière provisoire des éclairages de manière à assurer la sécurité des résidents et permettre les allées et venues nécessaires dans l'immeuble. Nous allons également pouvoir assurer la purge des parties bâtiments instables. Dans la partie sinistrée, des morceaux de béton peuvent, ça et là, se décrocher et blesser les passants. Nous allons pouvoir purger les vitrages qui ont très souvent été fragilisés par la chaleur et qui donc menacent de tomber à tout moment. Nous allons enfin pouvoir mettre hors d'eau le bâtiment par un bâchage provisoire. Également, assurer certaines fois, lorsque les portes palières ont été endommagées, ce qui est relativement rare, mais qui arrive quand même certaines fois lors d'incendies importants, nous allons pouvoir remplacer ces portes et permettre aux résidents de ne pas subir de risques de vol et autres, et donc d'assurer la sécurité des logements. Il faudra également déclencher le plus rapidement possible la décontamination d'urgence des parties communes,
à savoir rétablir l'accès aux appartements, les cages d'escalier, les paliers, permettre aux résidents d'accéder à leur appartement en toute sécurité, sans transporter de suie dans leur partie privative. Ce qu'il faut retenir de tout ça concernant les mesures d'urgence, c'est que engager des mesures conservatoires, c'est acheter du temps pour prendre les bonnes décisions. Parce que parallèlement à la gestion de ces urgences, il va falloir très rapidement étudier les contrats d'assurance, les éventuelles responsabilités, exercer les recours, etc. Et donc prendre des décisions en fonction de ces éléments-là. Une fois cette analyse effectuée, on pourra passer à la réparation des dommages à proprement parler. Le SIS Group pourra alors mobiliser ces 3 activités et assurer l'intégralité de la réparation des dommages. Première opération à engager à l'issue des mesures d'urgence, la décontamination complète de l'immeuble. Je parle des parties qui ont été souillées, bien évidemment. Le SIS Primo aura la charge de cette mission. Alors je vous parle de décontamination, il y en a peut-être dans la salle qui se demandent pourquoi utiliser ce terme barbare et plutôt rebutant. On aurait tout simplement pu parler de nettoyage. Alors on utilise ce terme pour plusieurs raisons, je vais en citer 3 principales. C'est que la combustion de certaines matières, notamment les matières PVC, vont générer de la corrosion, des suies corrosives qui donc vont entraîner, au-delà de l'aspect olfactif et dégradant sur le plan esthétique, vont entraîner un risque de corrosion sur certains matériaux, certaines installations plus ou moins sensibles. Installations d'ascenseurs, machinerie, armoires électriques, etc. Donc les dommages ne sont pas simplement dus à la chaleur, mais dans le temps, ils vont pouvoir évoluer en fonction du caractère corrosif des suies. Donc la première mission du SIS Primo, ne sera pas uniquement de nettoyer, mais sera d'éliminer ces dépôts corrosifs. La deuxième raison, elle tient à la façon dont se déroule un sinistre, un incendie. Lors de l'incendie, vous allez pouvoir atteindre des températures dans la zone sinistrée qui vont parfois être de l'ordre de 800 à 1000 degrés. Donc à cette température, donc dans les cas les plus extrêmes bien sûr, à cette température, on va avoir une dilatation des matières. Donc les parties bâtiments, les meubles, tout ce qui peut se trouver autour vont se dilater et les suies vont pénétrer donc à l'intérieur des matières. Une fois que la température va redescendre, les pores vont se refermer. Et donc on va avoir des suies emprisonnées à l'intérieur des matières et qui donc vont rendre d'autant plus difficile un nettoyage conventionnel. Il faudra donc utiliser des produits qui auront la propriété, la capacité de rouvrir justement ces pores pour aller chercher la suie au plus profond des matières et permettre donc une optimisation à la fois esthétique et en même temps une neutralisation complète du chlore. Et puis, il faudra également traiter des odeurs par différents procédés, chose que on n'opère pas généralement dans le domaine classique du nettoyage d'entretien. Voilà, autant de spécificités qui font le métier de la décontamination après sinistre. Deuxième opération à engager, ça sera la mission du SIS-Airtech. Ce sera la dépollution des réseaux aérauliques. Parce qu'effectivement, toutes ces parties inaccessibles et non visibles auront, plus que d'autres, véhiculé des suies, soit par des pressions, soit de manière mécanique lorsqu'on est en présence d'une VMC, mais auront véhiculé des suies le long des conduits verticaux et certaines fois les auront acheminées en partie privative par le biais des gaines horizontales. Il est donc essentiel à l'issue de ce travail de décontamination des locaux, il est donc essentiel également de s'intéresser à ces parties inaccessibles et d'en venir à bout. La suie doit impérativement être éliminée partout pour que le résultat soit efficace de manière définitive. Enfin,
une fois la dépollution effectuée, à la fois des locaux, des réseaux de ventilation, pourront démarrer les travaux de rénovation, de réparation des dommages, des enduits à refaire, éventuellement de la maçonnerie, des travaux d'électricité, de la plomberie, des embellissements. Autant de travaux qui vont nécessiter une coordination intelligente et efficace pour pouvoir assurer une réparation des dommages dans le délai optimum. Ce sera la mission donc, du SIS Réno de livrer l'intégralité de l'ouvrage à l'issue de toutes ces opérations. Enfin, je terminerai en précisant que tous nos salariés ont été formés à la prévention des risques liés à l'amiante, formation qui a été rendue obligatoire depuis 2012 par les dernières dispositions réglementaires. Et je vais donc passer la main à Sébastien Bonny, expert du risque amiante, avec qui nous avons eu l'occasion de travailler sur divers chantiers, que ce soit sur Marseille, sur le Var ou dernièrement sur les Alpes-Maritimes, et qui donc va vous faire part de l'impact de ces évolutions sur votre mission de tous les jours. Merci Michel pour cette brillante présentation de ce contexte de l'impact d'un sinistre, notamment incendie. Alors là, on a balayé le côté idéal de ce que pouvait se faire une gestion, un traitement d'un sinistre jusqu'en 2012. On connaît pour autant, depuis un grand nombre d'années, un certain nombre d'informations sur ce qu'est l'amiante, notamment les différents procédés industriels qui ont pu inclure ces poussières, ces fibres, qui est donc un minéral naturel dans un grand nombre de matériaux de construction, que ce soit en matière de couverture, de dallage, de parements verticaux, jusqu'à des rebouchages de calfeutrement de trémies, de canalisation, de chemins de câbles, des enduits de protection thermique, phonique de bâtiments, un grand nombre de matériaux de la construction qui se trouvent aujourd'hui contenant donc des poussières, des fibres, mais dont celles-ci, lorsqu'elles sont présentes dans ce matériau sans que celui-ci ne soit pas dégradé, sont inoffensives et finalement remplissent à leur rôle principal d'améliorer les caractéristiques physico-chimiques de ces matériaux, et notamment au niveau thermique. Et tout ceci pour conduire finalement à ce que on vienne protéger un bien au-delà de protéger les personnes qui sont présentes dans ce bien. Alors, on est venu identifier que ces fameuses poussières, ces fameuses fibres qui existent dans des roches, dans des minerais naturels, eh bien, dès lors qu'elles sont libérées, dès lors qu'elles ne font plus partie intégrante du matériau, elles sont susceptibles de générer un impact sanitaire sur l'homme dont aucun laboratoire de recherche à ce jour n'a été en capacité de préciser à partir de quelle ampleur, à partir de quelle dose, l'homme, l'individu, pourrait être susceptible de déclencher une pathologie de l'amiante, que ce soit un cancer des poumons, un cancer de la plèvre, et bien sûr, principalement par voie d'inhalation que d'ingestion. Les fibres d'amiante, elles, venant se piquer dans les tissus pulmonaires, et les macrophages qui ont pour vocation de venir constamment assainir ces tissus, dès lors qu'elles ingurgitent une fibre d'amiante, ces macrophages n'arrivent pas à les digérer, et ces macrophages, bien évidemment, ne peuvent plus se redécomposer, et petit à petit, cela entraîne une dégénérescence des cellules pulmonaires. Alors bien évidemment, fort de ce constat sanitaire extrêmement grave, qui est arrivé juste après le sang contaminé en 1995, donc la réglementation est arrivée en 1996, mais l'obligation n'avait concerné, dans un premier temps, mais c'était déjà pas mal, qu'à procéder à la recherche de ces matériaux dans l'ensemble de ces immeubles bâtis en France,
Et on imagine bien ces millions de mètres carrés qu'il a fallu diagnostiquer, qu'il a fallu repérer de ces différents matériaux dans toutes les composantes de la construction, telles que j'ai pu vous en parler tout à l'heure. Mais le législateur ne pouvait pas savoir finalement tous les dommages que ceci pourrait créer. Je ne parle même pas pour l'instant de sinistres, mais ne serait-ce que l'ensemble des matériaux de la construction qui ont pu contenir ces fameuses poussières dans ces matériaux. Jusqu'à des enduits de lissage, des enduits talochés sur des porteurs béton qui ont simplement vocation à venir traiter le débulage au moment où constructivement on est venu couler du béton. Donc là, on n'a aucune fonctionnalité en matière thermique dans le fait d'avoir pu ajouter des fibres d'amiante. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, au moment où un sinistre viendrait à se déclarer, qu'il y ait donc une dégradation de matériaux, que cette dégradation soit à l'origine avec l'impact des fumées et le transport de ces fumées à différentes parties de l'immeuble, comme on a pu le voir tout à l'heure, eh bien, ces fumées vont sans aucune difficulté entraîner, transporter ces poussières en fonction des vents dominants. Et donc, que ce soit à l'intérieur de l'immeuble, comme ce soit également à l'extérieur, où, bien évidemment, cet incendie pourrait être à l'origine d'une pollution à l'amiante générée à l'extérieur du bâtiment. Cela signifie qu'on rentre dans un système où, tout autant les fumées, on arrivera à les maîtriser, en tout cas, on arrivera à les identifier visuellement, ne serait-ce que par leur couleur. Les poussières d'amiante sont invisibles, elles sont de l'ordre du micromètre, donc elles ne peuvent être identifiées que par le biais d'un microscope. Personne ne sera donc en mesure d'être en capacité de définir si, au moment d'une opération de sinistre, d'une survenue d'un sinistre incendie, il puisse y avoir des poussières d'amiante dans l'air, par notamment le fait qu'on ne soit pas certain qu'il puisse y avoir des matériaux contenant de l'amiante dans l'ensemble des ouvrages de la construction. Alors bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, depuis 1996, les propriétaires avaient pour obligation de rechercher les matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'exception des logements. Mais au-delà de cette recherche, qu'en est-il de la libération des fibres d'amiante et l'éventuel seuil, l'éventuelle teneur d'acceptabilité de ces fibres d'amiante dans l'air? Donc les démarches qu'il faut engager immédiatement au moment d'un sinistre, on va revenir juste au niveau de la précédente, c'est que, et ça c'est une évolution qui est arrivée en 2009, donc c'est là où on se rend compte de toute la méconnaissance qu'on pouvait avoir du sujet entre 1996 et 2009, donc près de 13 ans. Eh bien, on s'est rendu compte qu'au-delà du repérage de l'amiante, il y a lieu d'entrevoir, en matière de mesures de prévention, l'ensemble des démarches qui vont permettre de réduire, et à la limite, au bout du compte, ce serait de supprimer l'exposition à l'amiante de l'ensemble des personnes, donc on va les qualifier de publics, mais je dirais que ça vaut tout autant aux personnes passives qui demain, l'exemple de l'entreprise Le 6, qui viendrait en urgence sur le chantier pour pouvoir faire ses premiers examens et envisager éventuellement les éventuels stop corrosion ou les éventuelles interventions d'urgence à entrevoir. L'entreprise Le 6 va devoir patienter. Donc lorsque Michel Blasi vous indiquait tout à l'heure que l'urgence était d'attendre, je mesure mes mots en disant l'urgence est surtout de s'intéresser au risque d'exposition à l'amiante. Et ce qui est très important pour le propriétaire de la partie d'immeuble concernée par ce dommage et aux experts de compagnies d'assurance, d'assurés qui vont être à leur côté, c'est de leur conseiller très rapidement les démarches qui sont à entreprendre, qui viseront donc à répondre à cette maîtrise de l'exposition à l'amiante et au maintien de la qualité sanitaire de l'air à un seuil qui ne doit pas dépasser 5 fibres par litre. Donc le matériau est dégradé,
On voit d'ailleurs sur les quelques petites représentations à droite un enchevêtrement de matériaux qui font aussi suite aux interventions des pompiers et qui font qu'on va devoir mener un travail minutieux de recherche de ces matériaux, les uns enfouis dans les autres, plus ou moins facilement reconnaissables, puisque le dépôt d'essuie ne permet pas de reconnaître une paroi verticale ou une paroi horizontale, comme on pourrait le faire beaucoup plus facilement, sans impact de dépôt de ces essuies. L'ensemble de cet enchevêtrement de matériaux eh bien, est qualifié de déchet. Et par la définition même d'un déchet qui est quelque part destiné à l'abandon, dont on a l'intention de s'en défaire, le propriétaire, qui à un moment donné va avoir la qualité de maître d'ouvrage, va être le donneur d'ordre, aura l'obligation d'évacuer et de traiter ces déchets, alors selon que ceux-ci présentent ou pas de l'amiante, et en ce stade de l'arrivée du 6 sur le chantier, on ne sait pas dans cet enchevêtrement déterminer, catégoriser chacun des matériaux en matière de déchets, quant notamment aux éventuelles filières d'évacuation et d'élimination. Ces poussières donc, peuvent être présentes partout, elles peuvent être déposées, elles peuvent être encore contenues dans certains matériaux, et il va falloir réaliser donc, très rapidement, et donc en matière de mesures de prévention de façon quasiment immédiate. Dans un premier temps, si le propriétaire dispose d'un document contenant les informations sur la recherche de matériaux contenant de l'amiante qui ont été réalisés par le passé, c'est de le mettre à disposition de l'entreprise et des experts. Mais ce diagnostic réalisé ne sera pas suffisant, puisque c'est un diagnostic qui a été réalisé pour rechercher les parties visibles et accessibles du bâtiment. On imagine bien qu'au moment d'un sinistre, des parties d'ouvrage qui étaient inaccessibles le deviennent, et des parties qui étaient invisibles peuvent le devenir tout autant. Parce que, tout simplement, les interventions des sapeurs-pompiers ont pu amener, dans le but d'éviter la propagation de certains gaz, et notamment gaz qui pourraient être en vue de propager la chaleur et donc, bien évidemment, étendre l'incendie, eh bien, de devoir stopper ces vecteurs de propagation de l'incendie en cassant ces ouvrages. Et donc, cette intervention de désordre structurel, réalisée dans le cadre de l'intervention d'extinction de l'incendie, et non pas seulement l'incendie seul lorsqu'il s'est constitué, va amener encore un peu plus à devoir passer donc à la loupe la recherche des matériaux contenant de l'amiante, qui cette fois-ci sont visibles, sont accessibles, mais qu'ils ne l'étaient pas au moment du diagnostic qui avait pu être réalisé, soit dans le cadre de la vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment, soit dans le cadre d'éventuels travaux de réaménagement, de réhabilitation qui avaient pu se faire. Il va falloir donc maîtriser cette exposition à l'amiante. Au-delà de la recherche de matériaux et éventuellement de poussières qui peuvent s'être déposées de par l'impact de ce sinistre, on va rechercher si ces poussières d'amiante peuvent être présentes dans l'air. On va du coup venir disposer un certain nombre de capteurs métrologiques à différents endroits, dont ceux-ci sont positionnés de façon ciblée selon une stratégie d'échantillonnage qui doit être effectuée par un laboratoire accrédité. Démarche qui a été donc nouvellement demandée par les pouvoirs publics et qui rentre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Autant dire que ces laboratoires sont présents en quantité peu importante en France pour détenir cette accréditation, en tout cas pour l'instant. Mais les moyens également pour pouvoir faire cette recherche d'amiante et notamment d'investir dans des microscopes, étant des moyens relativement importants, on imagine bien qu'il sera extrêmement difficile pour entrevoir de nombreux laboratoires d'analyse qui se développeraient dans les 10 prochaines années, notamment en regardant la conjoncture économique actuelle. Cela veut dire que la fameuse patience dont on parlait tout à l'heure, c'est celle qui va nous amener aussi, après avoir recherché ces matériaux contenant de l'amiante, après avoir identifié le laboratoire d'analyse qui va venir disposer, selon la stratégie d'échantillonnage, les différents préleveurs d'air, eh bien, c'est le laisser le temps pour que ces prélèvements d'air se fassent et que les résultats d'analyse puissent nous obtenir. Et l'obtention de ces résultats est extrêmement longue, puisque nous arrivons aujourd'hui à des délais qui peuvent être de l'ordre de 5 à 10 jours. Lorsqu'on est dans une situation de sinistre, qu'on a lieu de protéger les lieux,
que l'entreprise, le 6, ait lieu d'entrer sur les lieux pour mettre en place immédiatement un stop corrosion. Il va falloir qu'elle prenne toutes les dispositions pour que les personnels de l'entreprise soient protégés en fonction du niveau d'empoussièrement qui existe dans ce bâtiment. Le problème et la contrainte liée à l'impossibilité d'avoir la connaissance de l'ampleur de l'amiante dans l'air va être de devoir attendre ces résultats. Donc éventuellement d'entrevoir des réflexions particulières qui permettraient de ne pas attendre les 10 jours ouvrés, mais d'avoir des résultats dans des délais plus courts. Donc ce sont des démarches qui sont en cours de réflexion pour essayer de les adapter aux situations de sinistre, le législateur n'ayant pas mené de recherches et n'ayant pas poussé les éventuelles dispositions organisationnelles et techniques pour pouvoir répondre à ces situations de sinistre en vue notamment de la maîtrise de l'exposition par le fait que des poussières d'amiante soient libérées de ces matériaux. Ce fameux risque de présence de poussières d'amiante dans l'air, eh bien, les entreprises, indépendamment du fait qu'elles n'aient pas encore le résultat, vont pouvoir le gérer par le fait, comme Michel Blasi le disait, qu'elles sont formées au risque amiante. Donc, elles ont reçu une information sur les moyens de protection individuels, sur les moyens de protection collectifs qui vont être utilisés pour pouvoir assurer la protection de l'homme, pour autant, sans leur garantir qu'ils soient totalement protégés, puisque au moment où ils interviennent, nous n'avons pas la connaissance de la quantité d'amiante dans l'air. Néanmoins, les entreprises, et par le biais des informations qu'ils ont reçues au moment de leur formation, utiliseront le moyen de protection qui sera le plus haut afin d'assurer la sécurité sanitaire de leur personnel. La première intervention qui va se faire suite à cette première réflexion des différentes actions en matière de recherche d'amiante, à la fois dans les matériaux et dans l'air, par ces mesures de niveau d'empoussièrement, c'est de protéger l'environnement. Le propriétaire des lieux, qui a l'obligation de maîtriser l'exposition à l'amiante, bien évidemment, dans un premier temps, doit garantir l'absence de risque au niveau des parties mitoyennes, que ce soit de bâtiments mitoyens, voire d'appartements. Et il va donc falloir confiner, mettre en sécurité la partie du bâtiment qui est impactée par le sinistre, par l'éventuelle dégradation des matériaux contenant de l'amiante, leur éventuel envol, et cet envol que bien sûr on n'a pas pu maîtriser et dont les sapeurs-pompiers ne nous ont pas permis non plus à les maîtriser, parce que leur action qui consistait à venir arroser abondamment ont aussi été à l'origine de dispersion de l'ensemble de ces poussières, à la fois dans la partie sinistrée, mais aussi dans des parties extérieures. Il va être donc nécessaire de mettre en place une structure de confinement qui est une structure composée de films plastiques, mais qui va également être équipé d'extracteurs d'air. Ces extracteurs ont simplement vocation à permettre une captation des poussières dirigée vers le ventilateur et du coup permettant d'éviter à ce que ces poussières puissent être dirigées vers l'extérieur de ce confinement. Donc tel qu'on a pu le voir sur les petites photos juste avant. Cette intervention de mise en place de confinement, il est évident qu'elle ne peut se faire qu'en présence de personnel habilité à l'intérieur de cette zone sinistrée, à savoir les personnes qui ont reçu une formation au risque amiante. Aujourd'hui, en France, est attendu sur le banc des organismes de formation près de 600 000 personnes du bâtiment et des travaux publics pour pouvoir, demain, que ce soit des artisans, en matière d'électriciens, en matière de chauffagistes, de couvreurs, de maçons, pouvoir intervenir dans certaines situations où l'exposition aux fibres d'amiante ne serait pas maîtrisée, mais où pour autant il y aurait lieu qu'une intervention ponctuelle le soit, et qu'il y ait lieu donc de faire intervenir ces corps de métier. L'entreprise Le 6, comme on en a parlé juste avant avec Michel Blasi, avec les personnels formés, vont pouvoir intervenir de manière combinée, à la fois sur les réflexions de décontamination chimique, mais en même temps sur les réflexions également de remise en état, de rénovation des ouvrages en vue d'une restitution à l'identique de ce qui était un petit peu avant. On voit d'ailleurs sur la petite photo en bas à droite cette situation assez indescriptible, assez même insupportable psychologiquement pour la personne concernée par le sinistre, ne serait-ce que de se rendre compte dans quel état son bien a pu devenir.
Et donc on se rend compte un petit peu tout le travail de fourmi qui devra être réalisé par l'organisme en charge du repérage de l'amiante, qui n'est pas simplement de repérer les ouvrages, mais de repérer également l'ensemble de ces déchets qui sont en sol. Et c'est ce travail un petit peu d'enquêteur, il est notamment basé sur un retour d'expérience qui doit être à la fois dans le domaine, dans le monde du sinistre incendie, mais aussi selon un grand nombre d'années. Donc inutile de vous dire que les organismes de diagnostic, de repérage de l'amiante qui commenceraient leur activité depuis quelques années ou depuis 5 ans, bien évidemment, ne seraient pas en mesure de pouvoir rechercher et d'identifier de façon exhaustive l'ensemble des matériaux pouvant contenir de l'amiante et du coup l'empoussièrement qui pourrait être généré derrière. Alors il faut quand même se dire que le résultat du repérage de l'amiante va être important, puisque c'est celui qui va nous permettre de savoir si le risque d'envol et du coup de libération de poussière d'amiante au préalable a pu exister ou pas. Et l'ensemble des mesures de prévention qui vont ensuite être développées vont être fonction du résultat de la présence d'amiante ou non. Une fois que l'on aura connaissance du résultat de cette exposition potentielle, l'entreprise va pouvoir intervenir à plusieurs niveaux, certes dans un premier temps pour collecter, évacuer l'ensemble des déchets, mais il se peut que certaines parties d'ouvrage contenant de l'amiante soient encore présentes, ne soient pas dégradées ou le soient extrêmement ponctuellement et dont un simple traitement superficiel pourrait permettre, en y appliquant par exemple un encapsulant, une peinture encapsulante, pourrait permettre non seulement de venir piéger les poussières déposées, les odeurs, et en même temps de remettre en état et de relivrer à l'occupant ou au propriétaire la partie d'ouvrage de façon identique avant le sinistre. Donc comme on pourra le voir sur... non, c'était juste avant, sur l'intervention en hauteur. Voilà, juste en bas à droite, on voit une intervention où sur nacelle, on a cette équipe de 2 personnes qui sont en train de pulvériser ce produit encapsulant. Alors on voit bien la différence entre la partie blanchâtre de la peinture appliquée, de la partie noirâtre qui est à côté de ce matériau qui est recouvert de suie. Et donc, bien évidemment, celui-ci, ensuite, sera traité par ce recouvrement de peinture. Et on distingue ces 2 personnels qui sont sur cette nacelle, équipés d'une tenue vestimentaire, ainsi que d'un appareil de protection respiratoire qui va leur permettre, tout au long de l'intervention, de ne pas être exposés aux fibres d'amiante. Alors, ce qui est important, bien évidemment, c'est que ce repérage de l'amiante ou ces mesures de niveau d'empoussièrement soient communiquées aux entreprises. Alors, en général, les entreprises le demandent, mais il faut que, au-delà de cet échange provenant de celle-ci, il faut que cette communication soit faite le plus en amont pour que l'entreprise puisse s'organiser sur les moyens de protection individuelle et collectifs à mettre en place. On va devoir identifier donc une entreprise ou des entreprises, puisque des interventions peuvent être diverses et variées. On parlait de maçons, d'électriciens, de couvreurs, qui vont devoir être formés au risque amiante. Et là, on n'est plus seulement dans le cadre de la décontamination, on est dans le cadre derrière d'une remise en état, avec des matériaux contenant de l'amiante, dont on les a à notre connaissance, puisqu'on les a repérés, mais dont on ne les a pas retirés, parce que tout simplement, le sinistre et la gestion du sinistre a vocation à traiter que les parties qui sont dégradées, mais n'auront certainement pas lieu à retirer l'ensemble des matériaux contenant de l'amiante. Alors l'attention notamment des experts de compagnie est assurée. Au-delà du fait d'assurer la maîtrise de l'exposition en amiante, c'est tout aussi bien de vérifier que ce ne soit pas un retrait de l'ensemble des matériaux contenant de l'amiante, mais simplement les matériaux qui seront nécessaires d'être retirés. Alors, ce qu'il faut en même temps se dire, c'est que plus on retire de matériaux contenant de l'amiante, plus la facture s'envole, moins on en retire, plus on maîtrise la facture. L'obligation n'étant pas le retrait des matériaux contenant de l'amiante, l'obligation étant la maîtrise de l'exposition à l'amiante, que ce soit au moment de travaux ou que ce soit dans le cadre de l'usage que l'on fait du bien, de la propriété. On va dire qu'au moment où ce seront les entreprises, eh bien, on s'appliquera les dispositions du Code du travail en matière de protection des personnes. Lorsque ce sera
les futurs usagers ou les usagers qui utilisent le bien et qui momentanément ne peuvent plus y entrer compte tenu du sinistre, pourront revenir avec des matériaux contenant de l'amiante toujours présents, mais dont on viendra leur confirmer, et une attestation leur sera remise, comme quoi les matériaux contenant de l'amiante restant en place ne libéreront pas de fibres d'amiante pour générer une exposition au-delà de 5 fibres par litre. Finalement, tout ceci conduit à ce qu'une analyse des besoins soit faite en prenant en compte l'ensemble de ces exigences réglementaires, à la fois du Code du travail pour les entreprises et du Code de la santé publique pour les usagers, pour l'occupant, de choisir l'opérateur de repérage et l'opérateur en charge des mesures de niveau d'empoussièrement, des prélèvements et analyse de l'air, et d'analyser la situation de risque amiante au regard des travaux qui vont être réalisés. Alors, à certains moments, vous aurez certaines personnes qui viendront dire « Ah ben, je vous recommande de retirer l'ensemble des matériaux » et vous aurez une facture de 150 000 €. Et puis peut-être d'autres situations où je ne retire que les matériaux qui sont dégradés, qui sont impactés par le sinistre, et j'en aurai peut-être que pour 30 ou 40 000 €. Donc il y a cette gestion technique, ou plutôt cette analyse technique et financière qui doit être faite pour vérifier, alors non pas à partir d'où on commence, puisqu'on l'a vu dans quel état le bien est dégradé, mais surtout où est-ce qu'on met le curseur, d'où on s'arrête. Et aujourd'hui, la réglementation amiante ayant extrêmement évolué depuis 2011, on a plusieurs écoles, on a un certain nombre de discours qui en même temps vont dans le sens de la protection des intérêts de ceux qui véhiculent le message, et notamment de certaines entreprises de travaux qui, pour elles, auraient plus vocation à retirer beaucoup de matériaux contenant de l'amiante, versus peut-être les experts de compagnie qui, pour eux, auraient plus dans le sens à gérer le sinistre pour traiter que ce qui est utile et de remettre le bien avec la présence d'amiante comme l'amiante était présente avant le sinistre. Donc il n'y a pas de raison de profiter du sinistre pour retirer les matériaux qui étaient présents avant le sinistre. Alors, quelques pictogrammes seront implantés sur cette zone de confinement et d'inaccessibilité, comme on voit en haut à droite, des signalétiques danger amiante, qui permet notamment d'indiquer que c'est un lieu qui est interdit d'accès à toute personne non habilitée. Une fois que l'entreprise aura été retenue, il va falloir vérifier, et c'est bien évidemment le propriétaire, le sinistré, qui est en qualité de maître d'ouvrage, vérifier que les dispositions prévues par l'entreprise sont bien conformes à la réglementation du travail. Elle va rédiger ce que l'on appelle un plan de retrait et de confinement ou d'encapsulage si on était dans une situation de venir laisser en place un matériau. Et ce fameux plan de retrait ou d'encapsulage, c'est ni plus ni moins qu'un plan de prévention qui va préciser dans quelle mesure les travaux vont être réalisés. Et il y aura un acteur, une autorité publique, qui sera importante de ne pas négliger depuis le début de l'opération, qui est la CARSAT, la Caisse régionale d'assurance maladie, la Directe, pour faire simple, l'inspection du travail, et puis également l'OPPBTP, l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics. Ce sont 3 organismes de prévention et de contrôle qui vont être destinataires de ce plan de retrait, de confinement ou d'encapsulage. Et des observations peuvent très bien être faites sur ce plan de retrait. Et bien évidemment, les travaux ne pourront débuter qu'à partir du moment où aucune observation ou en cas d'inobservation faite par ces organismes de prévention. Bien évidemment, s'il y avait donc des observations de fait, des compléments demandés, ces compléments pourraient être à l'origine de coûts financiers supplémentaires et qui pourraient amener dans ce cas-là quelques difficultés, quelques litiges de discussion entre l'assuré, entre l'expert, entre la compagnie, pour pouvoir entrevoir, faire tenir l'indemnité à affecter à ce poste, sachant qu'on sait que derrière, il y a tout le poids de la rénovation qu'il faut prendre en compte et à bien sûr ne pas négliger. Il va y avoir donc une information des entreprises sur le chantier qui va se faire par le biais des dispositions du plan de prévention et des opérateurs. Il va y avoir ensuite une nécessité de contrôler la façon dont les travaux vont être réalisés afin de vérifier qu'elles respectent bien les règles en matière de gestion du risque amiante et de la réglementation du Code du travail. Mais aussi, pour quelles raisons ? Pour vérifier qu'au moment où les travaux seront réalisés, on va bien remettre à disposition le bien à d'autres intervenants
qui ne sont pas formés au risque amiante, et notamment l'usager, à qui on doit finalement une sécurité de résultat sur l'absence d'exposition à l'amiante. Et donc, il faudra que les entreprises qui vont intervenir dans un second temps soient informées et que si des matériaux contenant de l'amiante étaient laissés en place dans le bâtiment, qu'il puisse y avoir une coordination, une information de celle-ci sur les matériaux laissés en place. Alors en général, on vient y apposer un petit pictogramme où on vient faire un marquage au marqueur pour indiquer que ces surfaces ne doivent pas faire l'objet de percements. Et si toutefois ces surfaces nécessitaient de le faire, il faudra recourir de nouveau à du personnel formé, qui peut être notamment l'entreprise Le CIS dans le cadre des travaux de rénovation. Et c'est vrai que l'offre globale présentée par le CIS permet à la fois de traiter la partie de décontamination chimique en amiante également au moment de la mise en sécurité, mais également en matière de rénovation, de pouvoir faire éventuellement quelques trous dans des matériaux contenant de l'amiante ou venir en tout cas y faire conforter une partie d'ouvrage. À la fin des travaux de traitement de ces poussières, de ces déchets et matériaux contenant de l'amiante, il va falloir conserver la traçabilité des déchets qui ont été évacués. Ça, c'est une responsabilité directe du propriétaire qui est en qualité de producteur, qui va devoir maîtriser la traçabilité, le cheminement des déchets qui sont bien évidemment évacués depuis le chantier jusqu'au centre d'élimination, jusqu'à la décharge qui va accueillir ces déchets et dont le propriétaire a l'obligation de conserver une trace écrite du bordereau de suivi des déchets amiantés, le fameux sigle BSDA. Et une fois que ce bordereau de suivi de déchets aura été récupéré par le propriétaire, par le maître d'ouvrage, on pourra alors se lancer dans le dispositif de réception des travaux. Et pour réceptionner les travaux, on réalisera ce que l'on appelle un contrôle visuel externe ou un examen visuel des surfaces traitées et des mesures d'empoussièrement de restitution. Cette fois-ci, on se met au plus proche du futur usager qui va entrer dans son bien, qui va enfin pouvoir le récupérer après cette période où malheureusement il n'a pas pu y pénétrer pendant ce sinistre. Et on va donc y réaliser des mesures d'empoussièrement, plus une vérification de l'existence des matériaux contenant de l'amiante résiduels pour ceux qui sont laissés en place, et en même temps les matériaux contenant de l'amiante qui ont été retirés vis-à-vis de ceux qui étaient présents avant le sinistre ou ceux qui ont été dégradés pendant le sinistre et qu'on a pu retrouver au sol sous forme de déchets. Et l'ensemble de ces documents permettent de constituer un dossier qui sera conservé également précieusement par l'expert de compagnie et qui permettra de démontrer l'ensemble des démarches qui auront été mises en œuvre depuis le moment où on a mené le repérage exhaustif post-sinistre pour pouvoir identifier les endroits où il s'y trouve. Et donc, à partir de là, le propriétaire ou son gestionnaire, par ce biais-là, démontre qu'il a mis en œuvre les démarches et les procédures pour maîtriser les risques d'exposition à l'amiante tout au long du processus de gestion du sinistre. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qui vous a été présenté, s'il vous plaît ? Parmi les écolos qu'on prend pour des doudingues, moi j'ai été informé de l'amiante dans les années 1970. Les officiels, je ne sais pas combien d'années plus tard, je n'ai pas les chiffres exacts, les médecins du travail, dans les années 1905-1907, j'ai toute l'information chez moi, protégeaient les fabricants d'amiante, parce qu'ils s'apercevaient bien qu'il y avait un problème. On leur a rien dit, maintenant les gens, il n'y a pas besoin qu'ils cotisent jusqu'à 70 ans, qu'ils travaillent jusqu'à 70 ans, hein. La plupart sont morts. Donc, c'est toujours comme ça. On a remplacé des pollutions en 70 par une autre, qui deviendra une autre pollution. À l'heure actuelle, on a changé les tuyauteries en plomb par du PVC. On m'a dit surtout pas ça, surtout où il fait chaud. À l'heure actuelle, ça donne la légionellose. Dans certains hôpitaux, il faut faire couler l'eau pendant 5-10 minutes. Pas étonnant qu'il y ait beaucoup de gens malades qui ne supportent pas qu'ils ont la légionellose dans les hôpitaux. Ils sont fragiles.
plus que les autres. Ce n'est pas normal. Moi, quand j'ai déménagé à Saint-Étienne, celui qui est venu pour l'amiante, il m'a dit surtout pas où il y a de la chaleur. Lyon et le sud de la France. On peut utiliser le PVC dans le nord de la France, mais surtout pas là. Là, j'ai la dernière conférence, l'année dernière, j'ai posé la question. On m'a dit, dans 40 ans, on changera le PVC en autre chose. En attendant, il y a des morts, des malades. Merci. On ne changera pas le monde, c'est le pognon et l'argent. De toute façon, mauvaise moralité, on ne changera rien. Et vous faites là, si vous avez vu, maintenant ça bouge, il faut mettre des masques, etc. Bah oui. Là, qu'est-ce qu'on fait? On change le monde? On change la mentalité? En fait, toute la réglementation sur l'amiante en France est une réglementation qui répond simplement à un principe de responsabilité. C'était une responsabilité qui initialement était au niveau de l'État français, puisque comme vous le dites très justement, l'État français était au courant au début de l'ancien siècle. Tout à fait. On a simplement pris conscience, juste après quelque part le sang contaminé, de la nécessité de s'intéresser à la santé publique. Et d'ailleurs, le sang contaminé, c'était en 1995. Les premiers textes relatifs à la protection de la population et la protection des travailleurs sont arrivés en février 1996. On a lancé le processus, mais on ne savait pas dans quoi on mettait la main et le bras. Et on se rend compte, et notamment l'actualité 2012, que finalement, en 1996, on ne pensait pas prévention des risques. On a pensé simplement repérer les matériaux. Mais parce que l'État français était sous la contrainte, il fallait qu'une démarche soit engagée. Et bien évidemment, ceux qui en ont bénéficié la contrainte sont les propriétaires qui ont été obligés d'engager ces recherches de matériaux contenant de l'amiante et qui, dans un second temps, se trouvent, lorsque ces matériaux sont dégradés, dans des obligations de les retirer. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dans une situation de sinistre et que le bien comporte des matériaux contenant de l'amiante, on peut peut-être se dire que préalablement, ces matériaux auraient pu être déjà à notre connaissance. Et donc de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, il est préférable d'être dans un bien contenant de l'amiante ou non ? On sait que s'il y a un sinistre, il va y avoir des sommes financières extrêmement douloureuses parce que les différentes couches d'acteurs qui vont devoir intervenir pour répondre à ce principe de responsabilité sont nombreuses et que tout le monde doit se protéger à son niveau. Donc on pourrait tenter de se dire qu'il est préférable aujourd'hui d'éviter d'être dans une situation, d'être dans un bien contenant de l'amiante. Le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on a tellement mis de fibres d'amiante dans beaucoup de matériaux de la construction qu'on n'en connaît peut-être même aujourd'hui pas l'inventaire de tout ceci, puisqu'on en découvre encore, mais que pour autant, on a aussi ce principe de prévention qui est qu'on doit évaluer les sources d'émissions de fibres d'amiante et surtout de garantir l'exposition à ce qu'elle ne dépasse pas les 5 fibres par litre, puisque derrière, c'est une sanction pénale qui est irrévocable. Pour vous dire actuellement sur ce qui se passe, pour être sur un aspect tout à fait d'actualité, la tour Montparnasse à Paris, dont en juin dernier, plusieurs entreprises ont fait évacuer leur personnel. La tour Montparnasse, d'ici quelques semaines, sera peut-être dans une situation de fermeture. La tour Montparnasse, c'est 5000 personnes qui y travaillent tous les jours. C'est un ensemble immobilier, si on prend en compte le centre commercial, de 300 000 m². Le préfet est en train de s'interroger pour fermer cet ensemble immobilier et a mis une injonction par arrêté préfectoral d'un certain nombre de mesures de prévention à prendre, dont, en fonction des résultats du rapport qui sera remis le 13 décembre, conduira à fermer cet ensemble immobilier de 300 000 m² ou non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. Je voudrais savoir, dans le cadre du désamiantage, donc l'amiante est évacuée en sac, en décharge, mais après, puisqu'on en est propriétaire à vie, si j'ai bien compris. Alors, en fait, le propriétaire qui est le producteur du déchet doit suivre la traçabilité de ce déchet entre le moment où l'entreprise va exécuter son retrait ou cette mise en sac, le transporteur qui va collecter les déchets pour les acheminer vers l'installation de traitement, et ensuite l'exploitant de l'installation de traitement.
Lorsque le déchet donc est reçu, il est constitué ce fameux bordereau de suivi de déchets amiantés qui va contenir la signature de ce centre d'élimination, et vous n'êtes plus propriétaire. Le droit de garde est au niveau de l'exploitant de la décharge. Vous n'êtes plus propriétaire. C'est un certificat de prise en charge définitif. D'accord, il n'y a pas de responsabilité à venir vis-à-vis de la mise en décharge, tout à fait. D'accord, merci. Attendez, s'il vous plaît. Comment est-ce que c'est conservé dans les déchetteries sans que ça repollue à nouveau? Ils arrivent à détruire comme la vitrification ou autre chose? Enfin, je sais pas. Alors, ce sont des déchetteries qui sont bien évidemment spécifiques, qui ont été aménagées avec géomembrane, avec des alvéoles numérotées, dans lesquelles chacune de ces alvéoles, on vient y disposer dans des sacs également numérotés, chacun des déchets provenant de chacun des producteurs. Et tout ceci est enregistré sur logiciel précautionneusement, et couche par couche, lorsque la décharge évolue, on vient donc la couvrir une partie de sacs, les uns à la suite des autres, mais selon certaines dispositions d'aménagement propres à la décharge. Il faut savoir que celle-ci est soumise également à un arrêté préfectoral d'exploitation contrôlé par les DREAL, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui ont pour mission, commanditée par le ministère du Logement et le ministère de l'Environnement, d'assurer la bonne maîtrise également du réaménagement de ces décharges dans le cadre de la prise en charge et de l'enfouissement de chacun de ces déchets. Si je comprends bien, on ne pourra pas les éliminer complètement. Il n'y a pas de processus pour les disparaître, les remettre en forme de pierre. C'est dans la pierre, ça a été plus ou moins pris. C'est dans la pierre, c'est des exploitations de pierre, de carrières de pierre. Alors, on ne peut pas refaire de la pierre avec pour qu'il n'y ait plus de traces. Tout à fait. Dans 1000 ans, il faudra encore gérer ces déchets, quoi, c'est ça? Alors en fait, il y a deux procédés en France, qui est donc cette installation de stockage, qui donc est présente dans chacun on va dire chacune des régions de France. Mais il existe un procédé de vitrification, donc de chauffage du déchet entre 600 et 1200 degrés par une torche à plasma qui permet de faire fondre le déchet et le transformer en verre. Verre qui derrière peut être réutilisé, valorisé en remblaiement de forêt, en remblaiement d'infrastructures routières. Le problème, c'est que le procédé industriel de vitrification, où il en existe un seul en France, est sans commune mesure dans des conditions financières différentes de la mise en décharge. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour 1 tonne de déchets d'amiante vitrifiés, vous en avez pour 8 000 €. Pour la même tonne stockée, vous en avez pour 1 000 €. Et on peut peut-être même descendre à 700 à 800 € en fonction des régions de France. Donc c'est bien évidemment toujours pareil, le contexte économique qui l'emporte sur la voie réglementaire de traitement. Et étant donné que la voie de stockage est permise en France, on peut donc utiliser celle-ci, mais effectivement, le sac contient les déchets et reste enfoui dans le sol, mais on ne viendra jamais les retirer à terme, comme pour les déchets d'autres domaines que sont la radioactivité. Où on ne... Alors malheureusement, on en a de plus en plus de déchets, puisque l'activité humaine fait qu'il y en a. Donc le ministère de l'Environnement, par rapport au nombre de décharges en France, justement, regarde dans quelle mesure de nouvelles décharges pourraient être ouvertes pour justement envisager dans 50 ans la nécessité de pouvoir accueillir ces déchets dans d'autres décharges qui auront été complètement submergées ou qui ont permis à les recouvrir dans leur totalité. Il y a une autre conférence derrière, donc si vous avez d'autres questions, nous vous invitons à rejoindre le stand de l'E6 Group, c'est le stand numéro 6, et nous vous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une agréable fin de journée.